Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un auteur palestinien incontournable, malheureusement introuvable en français car il a été traduit il y a longtemps mais ses livres sont désormais non disponibles. J'espère quand même pouvoir contribuer à partager avec vous un peu de ses écrits à travers cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de Ghassan Kanafani qui est un auteur incontournable comme je vous l'ai dit. Il est né en 1936 à Acre en Palestine, donc quelques années avant la Nakba, et il est mort en 1972 à Beyrouth dans un attentat à la voiture piégée. Il a été exécuté ainsi par le Mossad, c'est-à-dire les services de renseignement israéliens. D'ailleurs, à ce titre, je vous invite juste à faire une rapide recherche sur les différentes personnalités importantes, politiques, culturelles, etc. qui ont été tuées par Israël de la sorte. Je pense que tout le monde devrait le savoir et tout le monde devrait être informé à ce sujet pour vérifier à quel point Israël est une merveilleuse démocratie, n'est-ce pas? Il est donc mort en 1972, sa voiture avait été piégée avec une bombe. Il a été tué sur le coup avec sa nièce qui était présente à ce moment-là et sa femme a entendu l'explosion et a accouru sur le lieu de l'attentat immédiatement et elle n'a retrouvé que des parties du corps de Ghassan Kanafani qui a ensuite été enterré à Beyrouth et pour lequel il y a eu en tout cas un deuil très important et des processions importantes. Il connaît donc la Nakba comme je vous l'ai dit à 12 ans. Sa famille doit donc fuir. Il fuit premièrement au Liban, où ils ont vécu en tant que réfugiés comme une énorme partie de la population palestinienne de l'époque. Je rappelle quand même que la Nakba, c'est un déplacement estimé à entre 700 000 et 850 000 personnes qui ont été déplacées de force à cause de l'invasion israélienne. Et il faut parler, quand on parle de Ghassan Kanafani, de ses activités politiques parce que ça a été un homme extrêmement engagé dans le combat politique et dans la lutte pour la reconnaissance des droits palestiniens. Comme de nombreux intellectuels et militants de l'époque, Ghassan Kanafani est proche des idées socialistes révolutionnaires, des idées marxistes, socialisme révolutionnaire arabe qui était extrêmement présent à l'époque et qui visait donc à la libération des peuples, à la lutte contre l'impérialisme et forcément à la lutte contre l'État d'Israël, étant donné qu'Israël est l'incarnation totale en fait de ce qu'est l'impérialisme dans cette région-là du Moyen-Orient. Donc ça se traduit par l'adhésion à deux mouvements nationalistes de la part de Ghassan Kanafani. Pas en même temps, vous allez voir, il y a une chronologie à ce moment-là. On va faire un rapide point sur ces deux mouvements parce que c'est extrêmement important pour comprendre le contexte d'écriture de Ghassan Kanafani, mais aussi toutes les influences idéologiques qui transparaissent à la lecture de ses œuvres. À la fin des années 1940, se crée le MN, qui est mené par Georges Habash, avec la présence également de Constantin Zurek. Ils sont implantés dans plusieurs pays arabes, et très rapidement, ils connaissent un essor assez important et ils combattent encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'impérialisme, le colonialisme et donc forcément Israël. Je pense que ça c'est important de le garder à l'esprit parce qu'on va souvent vous dire que, en tout cas si vous parlez avec des sionistes ou des personnes qui ne sont pas vraiment informées, on vous dira souvent qu'il y a une lutte acharnée contre Israël au nom de l'antisémitisme. C'est absolument pas le cas. La plupart de ces mouvements luttent contre Israël, en effet, parce qu'Israël est la représentation et comme je le disais tout à l'heure, l'incarnation de l'impérialisme dans cette région du monde. Ça s'accompagne aussi forcément d'une énonciation des autres pouvoirs impérialistes en place, étant donné que cette région du monde a vu les colonisations ou les protectorats et les occupations britanniques, françaises et l'ingérence des États-Unis et bien évidemment après Israël. Il y a bien évidemment la création du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, qui est créé en 1967 suite à la guerre menée par Israël contre l'Égypte à ce moment-là. Encore une fois, c'est fait partie des arguments pro-sionistes qui revient en permanence, le fait qu'Israël a toujours dû se défendre et que par exemple l'Égypte les a attaqués, alors qu'un minimum de cours d'histoire vous prouvera totalement que c'est absolument faux. L'un des points importants, et je pense qu'il est vraiment très important de le préciser, c'est que ce mouvement était laïque et anticlérical, et je veux vraiment le préciser parce qu'il faut comprendre que la dimension religieuse et les rapprochements avec l'Iran, c'est une composante et un rapprochement avec l'Iran qui n'ont été que tardifs et qui en fait ont énormément divisé et qui ne se sont faits qu'en dernier recours. Le FPLP forme avec d'autres partis comme le Fatah par exemple, l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui demande un seul État laïque, la Palestine, où pourraient vivre ensemble des chrétiens, des juifs, des musulmans, des personnes, peu importe leur religion, peu importe leur origine ethnique. Et je pense encore une fois que ça c'est quelque chose de très important, parce que vouloir créer une Palestine démocratique et populaire où arabes, juifs ou musulmans, chrétiens, juifs pourraient vivre ensemble,
C'est la revendication de l'OLP depuis ses débuts, et ce n'est absolument pas la revendication, au contraire, de l'État sioniste d'Israël. Et donc quand on veut nous faire croire qu'il y a racisme d'un certain côté, qu'il y a suprémacisme, haine de l'autre, et qu'il y a volonté de faire foirer tous les accords de paix, réfléchissez bien, regardez l'histoire, regardez les revendications des différents groupes et acteurs sur le terrain, et posez-vous la question de quel côté se sont manifester en réalité ces volontés belligérantes, suprémacistes. Donc Kanafani a été le porte-parole du FPLP, il a rédigé le programme politique du mouvement par ailleurs en 1969 et il forme également le journal Al-Hadaf quelques années après. Donc il a été porte-parole, penseur, intellectuel, politique et plus globalement voilà, un intellectuel de la vie palestinienne. Il a aussi été journaliste et rédacteur et il a été écrivain. Et on arrive enfin à cette partie-là de sa vie, son écriture, ses livres. Kanafani est surtout connu pour avoir écrit des nouvelles. Même lorsque vous voyez la dénomination de roman, c'est plutôt des novellas en anglais, ce qui n'a pas trop de termes équivalents en français, donc des romans très courts. Les plus connus étant Men in the Sun, je le dis en anglais parce que il est introuvable en français et que je les ai tous lus en anglais, donc des hommes dans le soleil ou sous le soleil. Également Retour à Haïfa qui est absolument déchirant et nous allons en parler, mais d'autres nouvelles telles que Le pays des oranges tristes qui lui aussi est extrêmement connu, mais aussi Le Faucon ou autre. Comme vous vous en doutez, Kanafani écrit beaucoup sur la Palestine et explore les différentes questions relatives à la situation palestinienne, la question de l'identité, la question des droits, la question de la révolte, la question de la terre, quelque chose qui revient énormément. Il y a des points évidents en commun avec l'œuvre de Mahmoud Darwish, bien évidemment, mais ce n'est pas toujours le cas. Kanafani a aussi écrit des nouvelles qui sont des nouvelles entre guillemets purement littéraires. J'aime pas du tout ces dénominations un petit peu comme s'il fallait à tout prix scinder l'œuvre politique et l'œuvre qui ne serait pas politique, mais bon, bref, pour mieux présenter son œuvre, je me plie à ces considérations un petit peu hasardeuses. Par exemple, il a écrit une nouvelle qui s'appelle La main dans la tombe, il a écrit une autre nouvelle qui s'intitule Si j'étais un cheval, une autre nouvelle qui s'appelle Le Faucon, et ce sont des nouvelles qui ne portent pas directement, en tout cas, de revendications palestiniennes. Ce sont des nouvelles dans lesquelles, comme tout grand auteur ou toute grande autrice, Hassan Kanafani s'intéresse à la psyché humaine dans ce qu'elle a de plus intérieur, comme dans ce qu'elle a de plus extérieur, de manifestations plus organisées, sociales. C'est-à-dire qu'il va présenter, grâce à de longs monologues, grâce à de longs chapitres qui ressemblent finalement un petit peu à des flux de conscience, les pensées des personnages, leurs peurs, leurs doutes, leurs interrogations face à des sujets qui ne relève pas de la question palestinienne, et il va aussi présenter de façon implicite, en portant toujours ce regard critique qui est celui d'un homme convaincu par un véritable socialisme, donc il porte un regard critique sur la société, sur les traditions, sur les violences et les inégalités qui structurent nombre de sociétés et qui sont le fondement même parfois de leur organisation. C'est tout à fait frappant dans la nouvelle Une main dans la tombe, où en fait un jeune homme qui est issu d'une famille pauvre, pour continuer ses études de médecine, est obligé de se rendre dans un cimetière pour déterrer un corps afin de l'étudier. Voilà, je vous en dis pas plus, mais vous voyez, à travers une histoire qui semble totalement finalement anecdotique et déconnectée de revendications politiques, on voit bien qu'il y a une forme de symbolisme apparent, l'horreur à laquelle sont contraints certains individus à partir du moment où la société, profondément inégale, ne leur permet pas de cheminer et de s'épanouir et d'étudier et d'avoir un travail et de relationner et d'exister, d'être au monde de manière, entre guillemets, normale. Une fois qu'on a dit ça, on va se tourner quand même maintenant vers ses œuvres les plus importantes et ses œuvres qui s'intéressent à la question palestinienne. J'ai lu il y a des années Des hommes au soleil, Men in the Sun. À l'époque, je me souviens d'avoir trouvé le récit quelque peu dense et quelque peu complexe. Effectivement, à la relecture, je le trouve beaucoup plus accessible, beaucoup plus abordable, mais il n'en reste pas moins que c'est un texte exigeant et un texte littérairement extrêmement intéressant. Hassan Kanafani va puiser dans son histoire personnelle en mettant en scène des hommes palestiniens qui sont obligés de quitter leur terre pour se rendre au Koweït pour pouvoir trouver un travail. Bien évidemment, il s'agit là d'une migration et d'une immigration clandestine, illégale, et comme toutes les immigrations clandestines et illégales, elles sont extrêmement dangereuses. Dans cette nouvelle,
on retrouve l'une des composantes essentielles vraiment de l'écriture de Kanafani, en tout cas lorsqu'il s'agit de textes sur la question palestinienne, c'est-à-dire les analepses, ou si vous préférez pour le dire plus vulgairement, des flashbacks. On a énormément de flux de conscience, de monologues intérieurs extrêmement... où les frontières sont vraiment très floues, donc il faut une attention à la lecture, et cela est aussi servi par ces analepses ou ces flashbacks, qui nous permettent en fait d'avoir accès au destin, aux vies différentes de chacun de ces hommes. Si vous ne voulez pas entendre la fin, voilà, s'affichera ici, grâce à mon mois du montage, le minutage auquel vous devrez vous rendre pour ne pas entendre parler de la fin. Maintenant, la fin est absolument tragique, étant donné que ces hommes entreprennent de faire cette traversée pour se rendre au Koweït, en se cachant dans un camion-citerne conduit par un autre Palestinien. Au début, tout se passe plus ou moins bien, mais au deuxième poste frontière et poste de contrôle qu'il faut traverser, les hommes ne survivent pas. Et donc on assiste à cette scène absolument déchirante où le conducteur quitte le poste de frontière, le poste de contrôle, conduit pendant quelques temps, s'arrête, ouvre le camion-citerne en disant à ses amis, ou en tout cas à ses compagnons de voyage de sortir, et personne ne peut en sortir. Et là il y a cette phrase déchirante où il dit « Mais pourquoi n'avez-vous pas tapé contre le camion ?» Pourquoi je veux vous parler de ça ? Parce que là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Déjà, premièrement, la mise en avant du Koweït, la mise en avant en fait des pays à travers ce seul pays, des pays arabes voisins, est très importante. Et le fait que ce soit en se dirigeant vers ces pays-là qu'il y a ce drame qui se produit n'est pas anodin. C'est bien évidemment une mise en avant de la question des réfugiés, de la question de l'exil par nécessité économique suite à la colonisation, mais c'est aussi une sorte de doigt pointé contre les pays arabes voisins qui n'ont pas aidé les Palestiniens et les Palestiniennes. On ne va pas refaire un cours d'histoire, mais si vous voulez vous renseigner, faites-le de votre côté. Il y a eu une adaptation cinématographique de cette nouvelle sous le titre Les Dupes. Et en fait, dans ce film, il y a un parti pris qui est celui de changer quelque peu la fin avec un détail qui a toute son importance. Les hommes tambourinent en fait aux parois de la citerne. Et j'ai trouvé que ce détail-là est extrêmement intéressant et je voulais donc en parler avec vous. Parce que là, il y a une volonté encore plus forte de montrer que les Palestiniens, finalement, à travers ces hommes qui entreprennent ce parcours migratoire, c'est tout le peuple palestinien qui est représenté. Que ce soit un exil parce qu'il n'y a pas d'horizon possible, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de véritable existence, parce qu'il y a des menaces des différents de forces israéliennes, parce qu'il n'y a pas de travail, etc., etc. Bref, c'est donc tout le peuple qui est représenté, et ce peuple, cette fois-ci, n'est pas silencieux, n'est pas muet, ne meurt pas dans le silence et dans l'ignorance, finalement, de la part de celles et ceux qui pourraient entendre. Non, ce peuple, à travers ces hommes, a frappé contre les parois de la citerne, mais n'a pas été entendu et n'a pas été libéré. Et je pense que cette modification entre vraiment la nouvelle et le film est très intéressante et peut produire et engager des discussions vraiment pertinentes sur la question des adaptations dans ce qu'elles peuvent aussi apporter à l'œuvre littéraire et peut-être montrer quelque chose qui était beaucoup plus subtil, à l'état beaucoup plus latent dans l'œuvre initiale de Kanafani. Voilà, on va arrêter avec le spoil maintenant. L'autre texte dont je veux vous parler, il s'agit du Pays des Oranges Tristes. C'est vraiment un texte extrêmement court, et à peine quelques pages, en tout cas en anglais. C'est vrai qu'en français la traduction est toujours un petit peu plus longue, mais il fait 3 pages. Donc vraiment c'est tellement triste de ne pas pouvoir y avoir véritablement accès. Si vous lisez l'anglais, je vous encourage, c'est pas un anglais très difficile non plus. Dans cette nouvelle, Ghassan Kanafani se place plutôt au niveau du point de vue d'un enfant qui assiste à la Nakba, à ce déchirement qui est celui d'abandonner ses terres et d'abandonner ses oranges. Des oranges dont il est dit qu'elles mourraient si un quelconque changement se produisait et si une main autre qu'une main palestinienne les arrosait. Bref, c'est un texte vraiment très poétique. Je pense que là, à travers juste une petite phrase, vous pouvez voir la poésie toute subtile et la poésie discrète et vraiment fortement mélancolique et profondément tragique presque de l'écriture de Kanafani. Donc à travers les yeux d'un enfant, on assiste au départ d'un ensemble de familles, de Yafa qui est connu pour sa production d'oranges, un enfant qui ne comprend pas bien ce qui se passe mais qui comprend qu'il s'éloigne de son enfance, encore une fois je paraphrase un petit peu l'auteur, qui s'éloigne de son enfance en s'éloignant du pays des oranges et qui assiste à la déchéance de son père, la déchéance des hommes qui l'entourent, la souffrance des femmes. On finira avec un dernier texte
qui m'a absolument bouleversée. Il s'agit de Retour à Haïfa. Ce texte, je souhaite vraiment qu'il soit redisponible en français. C'est tellement important. Il a été adapté au cinéma lui aussi. Retour à Haïfa, c'est l'histoire banale mais tellement tragique d'un couple palestinien qui a été obligé de quitter Haïfa, donc de quitter sa ville, encore une fois suite à la Nakba, et qui décide un jour d'y retourner. Sachant que, bien évidemment, rappelons que pour que les Palestiniens et les Palestiniennes puissent se déplacer, il faut des permis des autorités coloniales, c'est-à-dire des autorités israéliennes. Ce couple se rend donc à Haïfa et ils sont hantés, nous le découvrons au fur et à mesure de l'écriture, par un souvenir qui est celui de la Nakba, mais qui est celui de leur enfant, de leur bébé, qui a été abandonné parce qu'ils n'ont pas pu, en fait, tout simplement retourner le chercher lorsque la Nakba a éclaté et lorsque on les a sommés de partir et lorsqu'il y a eu les attaques, en fait, tout simplement, et qu'ils ont dû fuir et qu'ils n'ont pas pu, ils n'ont réellement pas pu retourner chez eux parce qu'ils n'étaient pas chez eux à ce moment-là, chercher leur enfant. Ils se rendent à Haïfa et là, les souvenirs reviennent et ils se décident à retourner voir leur maison, leur rue. Sachant que la plupart, si ce n'est toutes, les maisons palestiniennes ont été envahies, ont été volées, vraiment c'est le terme, par des juifs et des juives qui venaient d'Europe à ce moment-là et qui sont par la suite devenus les Israéliens et les Israéliennes. Ils frappent à la porte, l'occupante, dans son double sens, leur ouvre, leur propose de rentrer et s'engage une discussion. C'est une nouvelle qui m'a absolument, ou un court roman qui m'a absolument bouleversée. J'ai vraiment été extrêmement émue à la lecture et dans ce texte on sent encore plus, il me semble, la dimension politique de l'écriture de Kanafani parce qu'il y a bien évidemment cette dénonciation sans équivoque de ce qu'est la colonisation dans tout ce qu'elle a d'horrible. Colonisation des souvenirs, colonisation de l'existence, colonisation des maisons, colonisation des terres et colonisation des êtres. Mais il y a aussi des réflexions beaucoup plus philosophiques et politiques à travers la figure du mari et à travers les monologues auxquels on a accès, les monologues intérieurs qui sont les siens. Vous le voyez donc, c'est une œuvre très intéressante, une œuvre très engagée, une œuvre également diverse. L'art et l'exercice en fait de la nouvelle est absolument maîtrisé par Hassan Kanafani. Son écriture est à la fois simple, limpide, concise et directe, tout en étant vraiment, il me semble, pour moi, il y avait quelque chose de profondément tragique, comme quand on lit ces tragédies grecques qui, voilà, font partie de notre référentiel un petit peu commun. Il y a de ça dans l'écriture de Kanafani, vraiment pour moi. Et j'aimerais que tout le monde puisse le lire. Donc si vous lisez un petit peu l'anglais, essayez de vous tourner vers son écriture. Je sais que Retour à Haïfa est disponible en PDF gratuitement en anglais sur internet. Peut-être que, avec les très malheureux événements, les maisons d'édition feront un travail pour republier Hassan Kanafani. Peut-être que nous pouvons nous aussi œuvrer à cela en demandant, en envoyant des mails, notamment à Actes Sud qui avait publié Retour à Haïfa, il me semble, avec d'autres nouvelles dans un petit recueil. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère avoir rendu quelque peu justice à l'œuvre de Hassan Kanafani qui pour moi est un grand auteur, un auteur que j'aurais aimé pouvoir étudier avec mes élèves par exemple, parce que le format de la nouvelle s'y prête et parce que les thématiques vraiment sont absolument nécessaires, importantes et que c'est un travail de mémoire que nous devons faire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt.